Dans ce podcast où nous analyserons l'œuvre de Jack London, Martin Eden, écrite au début du XXe siècle. Petit résumé de cette œuvre. Dans la partie 1, c'est l'histoire de Martin Eden, un marin vagabond aux États-Unis du début du XXe siècle. Au début de l'histoire, il est pris dans une rixe et sauve un riche bourgeois pour lequel la situation était bien mal embarquée. En contrepartie, remercié. À cette occasion, il y rencontre Ruth, Morse, sa sœur, et tombe immédiatement amoureux d'elle. Seulement, le décalage entre leurs milieux sociaux, lui le prolétaire parlant l'argot, jurant, étant totalement ignorant aux bonnes manières, par exemple lorsqu'il voit de si nombreux couverts et de si nombreuses assiettes lors du dîner et ne sachant pas quoi en faire, et elle, la bourgeoise, éduquée et parlant un langage très soutenu. Martin ressort de ce dîner rempli d'émerveillement devant le milieu bourgeois qu'il idéalise, et se met en tête de conquérir. Pour cela, ayant feuilleté quelques livres dans la bibliothèque des Morses, il décide de se cultiver pour s'élever au niveau de Ruth. La deuxième partie voit l'évolution culturelle de Martin. D'une part, Martin loue une minuscule chambre et vit dans une extrême précarité, allant jusqu'à s'épuiser à un travail à la blanchisserie pour un peu d'argent. Il se cultive en empruntant des livres à la bibliothèque dans le but de devenir écrivain, son rêve de toujours. D'un autre côté, il alterne son temps libre entre revoir Ruth et écrire des articles, essais, poèmes pour les magazines, dans le but d'être connu et d'en tirer quelque chose, mais tous les magazines lui refusent ses publications. C'est une période d'échec. Entre-temps, pour une troisième partie, Ruth et Martin finissent par se déclarer leur amour, mais des doutes commencent à s'installer tant de Ruth envers Martin que de Martin envers Ruth. En effet, ils se retrouvent un jour et se déclarent leur amour. Les parents morses sont catégoriquement contre, mais finissent par accepter le choix de leur fille, dans l'espoir qu'elle se rende compte que ça ne mène nulle part d'elle-même et qu'elle finisse elle-même par rompre avec Martin. De son côté, Ruth conseille à Martin de trouver un vrai travail pour subvenir aux besoins du couple. Ruth est donc à ce moment-là commence à avoir de légers doutes envers Martin et s'aide à gérer leur couple. De son côté, Martin persiste dans ses écrits, également à avoir des doutes sur Ruth, puisqu'il se rend compte que la fille qu'il a idéalisée est en fait creuse et vide. Ce n'est qu'une parure bourgeoise de laquelle il est tombé amoureux, alors qu'en la connaissant mieux, il découvre qu'il la dépasse d'un point de vue intellectuel. Martin commence donc à remettre en question son amour pour Ruth. Ceci prendra son apogée dans la quatrième partie et la rencontre entre Martin et Brissenden, un écrivain socialiste qui pousse Martin à continuer l'écriture et surtout le met en garde face au monde bourgeois et confirme les premières appréhensions de Martin envers Ruth. Brissenden considère le monde bourgeois comme vide de tout intellect. Il emmène Martin à un meeting socialiste, au sein duquel il fait un discours sur la morale d'esclave de Nietzsche. Un différend avec un journaliste conduit ce journaliste à écrire un article un peu tortueux, modifié, dénonciateur sur Martin, le faisant passer pour un agitateur. C'en est trop pour les morses qui découvrent l'article et Ruth rompt avec lui. Après cette rupture, Martin connaît un succès inattendu, et ses écrits, auparavant tous refusés un à un, sont successivement publiés. Il y tire un revenu conséquent et devient un homme plutôt aisé. C'est à ce moment que Ruth revient vers lui, mais Martin la repousse, faisant valoir qu'il est la même personne que quand ses écrits n'étaient pas publiés et que seule sa situation a changé.
Ruth passe aux yeux du spectateur un peu comme une profiteuse, mais surtout pour une bourgeoise qui n'a d'intérêt que pour l'apparence sociale, pour la parure des individus et non pour ce qu'ils sont. Et donc pour ce que Martin a toujours été, à savoir un écrivain de talent et un intellectuel, même avant sa reconnaissance et sa situation sociale. À la fin du roman, c'en est trop pour Martin qui est épuisé et déçu par cette société d'apparence, qui a voulu appartenir à une classe bourgeoise qu'il a idéalisée mais qui se rend compte qu'en fait cette classe bourgeoise telle qu'il la voyait n'existe pas. Et donc Martin perd le goût à la vie, perd le goût à tout, repart en mer. On en vient à la partie questionnement de l'œuvre, avec la première question que ce roman nous apprend. Peut-on changer de classe sociale ? Les trois quarts de l'œuvre montrent l'évolution de Martin, bourru et bagarreur, intellectuel et écrivain. C'est un pragmatique qui veut changer de classe sociale pour être au niveau de Ruth et la séduire, et se transforme méthodiquement en intellectuel étape par étape. Martin croit qu'en se développant intellectuellement, en ayant des récits à raconter et en sachant les organiser sous forme d'essais, de poèmes, d'articles, il a ainsi prouvé qu'il était digne de Ruth. Mais Ruth rompt. Le lecteur découvre ainsi que même si Martin atteint son objectif en étant éduqué, c'est la position sociale qui intéresse les bourgeois et non la position intellectuelle, la position morale des individus. Le caractère intellectuel de la classe bourgeoise n'est qu'une parure, et Ruth est en fait vide, sans intérêt, elle n'a rien à raconter. Elle possède seulement une situation, la richesse, la reconnaissance par les autres, et récite des passages littéraires sans vraiment les comprendre. Ruth n'est pas intéressée par la réflexion qu'a développée Martin, elle aurait voulu de lui seulement qu'il gagne sa vie et s'enracine dans une situation confortable, parlant un bon vocabulaire, une bonne grammaire, mais sans plus de fond. Jack London dénonce une classe bourgeoise attachée à la forme et non pas au fond. On en vient à ce qui empêche fondamentalement Martin et Ruth de connaître une véritable histoire, le mépris de classe. Martin idéalise la classe bourgeoise, un peu naïvement dans un premier temps, l'amour rend aveugle sûrement, mais lorsqu'il apprend à connaître Ruth, il méprise ce personnage sans histoire, vivant d'une rente de son père et n'ayant aucun mérite, qui se permet en plus de lui donner des leçons sur son langage et sa vie. Même lorsqu'il atteint son niveau intellectuel et les revenus de son mérite, il reste profondément attaché à sa classe sociale d'origine et ne pense qu'à aider ses anciens camarades prolétaires autour de lui. La solidarité est une valeur ici rattachée à la classe prolétaire. Ceci marque un différentiel de logiciel entre classe ouvrière et bourgeoise, impossible à effacer malgré des changements de situation. Une deuxième question qui en arrive dans ce roman est le rôle de l'État dans la libération de l'individu et le fait que Martin Eden soit avant tout un individualiste. L'œuvre a la particularité de mettre en avant à la fois des valeurs socialistes. D'ailleurs, Jack London est un membre du Parti socialiste américain qui a par la suite fusionné avec le Parti des démocrates et qui en représente l'aile gauche. Les valeurs socialistes étant la critique de la dureté du travail ouvrier, l'opposition des classes, mais tout de même la défense d'une certaine camaraderie ouvrière, ainsi que la défense du fait que les ouvriers ont peu de culture, non pas parce qu'ils sont moins intelligents, parce qu'ils ont moins d'envie, mais par une certaine transmission des habitus. Jack London appelle à sortir du prisme argent-misère pour évaluer les humains et appelle à les évaluer plutôt sous la forme du prisme des valeurs. Martin Eden sort du prolétariat non pas au moment où il rencontre le succès financier, mais bien avant dans l'œuvre en réalité, dès lors qu'il acquiert une culture et qu'il peut exprimer ses propres opinions. Alors que la classe bourgeoise, représentée ici par Ruth,
pensent que Martin Eden, selon eux, il serait sorti du prolétariat seulement lorsqu'il a rencontré le succès financier, parce qu'il ne s'attache qu'à la parure, et non pas à la morale, à l'intellect des individus, à leurs valeurs intellectuelles. Et comme il le dit à la fin du livre, à Ruth, lorsqu'elle revient vers lui après sa reconnaissance du public, en fait, avant, quand tu ne m'aimais pas, c'était moi, ce fut toujours moi, pourquoi ne m'as-tu pas aimé pour ce que je suis depuis toujours? Jack London en vient à d'autres valeurs cependant moins habituelles dans le socialisme, comme le mérite, la réussite, le sacrifice pour atteindre ses objectifs, et surtout l'individualisme, dans l'absence de quelconque aide extérieure. En effet, ni l'État ni la charité n'aident Martin à s'en sortir. On peut faire un parallèle avec des idéologies plus libérales, plus conservatrices. Si tu veux gagner ta vie, commence par des petits boulots, puis investis ton argent dans des activités rentables. Ici, l'activité rentable, c'est la culture qui est mise en avant comme un investissement, comme un outil pour Martin, pour générer par la suite plus de revenus. Et donc Martin, tout au long de l'œuvre, au lieu de dépenser inutilement ses petits revenus de ses petits boulots ouvriers, il va investir dans la culture pour progresser au fur et à mesure et tirer de plus en plus de revenus de ses investissements, avec à la fin, finalement, la reconnaissance finale de tout son mérite. Jack London critique aussi bien la rente des bourgeois que la rente qu'on aurait à tirer d'un État. Les difficultés financières de Martin lui ont au final permis de se constituer un récit. Il n'est pas vide, et il a pu s'élever par son mérite seul. Cette œuvre est un classique à lire et dépasse les clivages, dépasse tous les a priori sur les différentes classes sociales, sur les différentes positions sociales.